Et il est avec nous au bout du fil. Majdi, bonsoir. Bonsoir Karine et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors, ce soir, vous allez nous parler du futur, de l'école du futur, de l'école de demain. Comment sera-t-elle cette école? Tout à fait Karim. Alors si on veut s'intéresser à l'avenir de nos enfants, donc il n'y a pas mieux que de s'intéresser à leur éducation. Alors l'école de demain ou l'école de futur a été une thématique phare chez plusieurs, je dirais, chercheurs et aussi de stratèges, ainsi qu'à des instances internationales. Alors je citerai quelques exemples. Hein. Vous trouvez par exemple en France, à l'université Cergy-Pontoise, un laboratoire qui s'appelle Bonheur. Alors ce laboratoire s'intéresse au bien-être à l'école de demain. Le NISCO, qui est un organisme international, donc qui a plusieurs, je dirais, chantiers par rapport à l'éducation, entre autres, et la culture, s'est intéressé à la thématique intitulée « Préparer l'éducation pour demain ». Et donc, cette thématique s'intéresse surtout, fait référence au 4e objectif de développement durable qui a pour but d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et surtout de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et il faut rappeler aussi que cet objectif est loin d'être atteint puisqu'il reste encore aujourd'hui des enfants non scolarisés. Tout à fait, tout à fait. Alors cela, donc, du coup, ça confirme donc l'intérêt de la thématique de l'éducation pour le présent et aussi pour le futur. Voilà. Alors de même, on trouve dans le Canada des structures, des structures carrément qui ont été créées, qui s'appellent les Lab Écoles. Les Lab Écoles, donc avec un budget conséquent, à peu près 100 millions de dollars en fait. Donc, qui fait rêver notre ministère de l'Éducation, j'imagine. 100 millions de dollars. Tout à fait. Tous nos enseignants et chercheurs surtout. Absolument. Donc, voilà. Donc je dirais ces structures-là, donc qui sont des laboratoires justement. C'est-à-dire, si vous êtes un chercheur, vous travaillez sur une nouvelle approche pédagogique, vous avez ces structures-là, et ces structures feront le lien avec votre laboratoire de recherche et l'école, justement, pour tester et évaluer des nouveaux dispositifs qui seront utilisés dans l'école de futur. Alors, sur le plan pédagogique, comment se fera la formation dans nos écoles, dans un futur proche, on l'espère? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on parlera beaucoup de neuropédagogie que de pédagogie. Voilà. Cela veut dire qu'on va faire introduire les sciences cognitives dans la classe. Alors, la neuropédagogie, c'est le fait d'essayer d'adapter la pédagogie au fonctionnement du cerveau. Donc, là, on parle des sciences cognitives. Rappelons aussi qu'un objectif des sciences cognitives est de comprendre comment les neurones s'organisent afin de pouvoir, plutôt de produire de la connaissance et de la pensée. Donc, comprendre notre cerveau est plus que nécessaire, ne serait-ce que pour repérer les charlatans qui diffusent des neuromythes. Donc on a parlé à un certain moment des Absolument. Parmi ces neuromythes, donc le développement du cerveau s'arrête à l'adolescence, on n'utilise que 10% de notre cerveau, etc. Donc c'est important là de dire aux enseignants, aux parents, voire même aussi aux apprenants, voilà comment réellement fonctionne notre cerveau et comment ce cerveau-là va être, donc vous devez lui préparer le terrain favorable pour qu'il puisse apprendre. Et donc là, il y aura de plus en plus de formation, voire même une nouvelle matière carrément de sciences cognitives à l'école, dès le bas âge. Donc c'est je dirais, des évolutions au niveau du futur proche. Alors, comment pouvons-nous favoriser tout ça? Alors tout d'abord, il faut déjà comprendre que l'éducation doit être l'affaire des scientifiques. Donc c'est important là de dire quand même, donc c'est aux scientifiques d'être impliqués, voire même de proposer des programmes de formation. Alors l'éducation ne doit pas être l'affaire des politiciens. Les politiciens, ils sont là pour apporter les moyens, d'accord, pour favoriser donc les projets proposés par les scientifiques. Et il faut qu'ils soient convaincus aussi par les projets des chercheurs. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je me demande à chaque fois, surtout lors des campagnes, je dirais, électorales, est-ce qu'on arrive à trouver une composante traitant de l'éducation dans ces programmes-là, bien qu'ils soient donc
un élément clé de notre futur et surtout celui de nos enfants. Et on ouvre une parenthèse, on voit très rarement des politiques, des ministres recevoir des intellectuels ou des chercheurs. Tout à fait, tout à fait. Et donc, normalement, dans un pays qui se respecte, donc normalement, on devrait avoir une instance regroupant des scientifiques qui proposent, évaluent et corrigent les programmes scolaires en tenant en considération les résultats de recherche faits dans le domaine des sciences cognitives. Et donc, là, je dirais, on ne peut pas parler de nouvelles pédagogies ou de pédagogie future sans parler de neuropédagogie et surtout des sciences cognitives dans notre école. Il faut bien comprendre donc que l'éducation est une science exacte. Et ça aussi, c'est très important car en fait, elle est au carrefour de plusieurs autres sciences telles que la cognition, la psychologie et les technologies de la communication. On ne parle plus maintenant, on n'arrête pas de parler justement d'enseignement à distance, mais finalement, l'enseignement à distance, il ne s'agit pas uniquement je dirais, d'expériences éphémères à cause donc de la pandémie, mais surtout aussi un choix stratégique pour intégrer les technologies de la communication dans la formation et l'enseignement. Donc, on n'est plus dans l'éducation artisanale, c'est-à-dire celle qui relie un émetteur, à savoir l'enseignant, un récepteur, à savoir l'apprenant. On n'est plus dans ce modèle classique. D'ailleurs, les chercheurs en sciences de l'éducation utilisent des outils très performants et c'est grâce à ces outils-là qui ont permis, par exemple, donc de faire, de comprendre le fonctionnement du cerveau à chaque fois qu'il essaye de mener une activité d'apprentissage. Je parle ici à titre d'exemple les radios du type IRM, hein, donc voilà, c'est des radios à résonance magnétique, et donc cela pour vous dire quand même la science ou l'éducation plutôt n'est plus uniquement n'existe plus pas uniquement dans la classe mais aussi dans les laboratoires. Alors on parle de plus en plus de soft skills à l'école, ce mot anglais qu'on va essayer d'expliquer peut-être comment cela pourrait impacter la méthode d'apprentissage. Alors tout à fait, les soft skills, ou pour utiliser, je dirais, un terme francophone, c'est les compétences douces ou les compétences transversales. C'est-à-dire, c'est le fait de calculer ou de lire, c'est une compétence de base, d'accord, mais comment se comporter avec l'autre, comment gérer ses émotions, comment aussi gérer les conflits avec l'autre, etc. Ce sont des compétences douces, transversales, que chacun de nous doit les maîtriser. Donc, ces compétences deviendront des socles de base pour tout apprentissage réussi. On parle par exemple de la pensée critique. Alors pourquoi j'insiste sur ça et je dirais c'est une compétence douce d'une grande importance, parce que tout simplement, c'est une compétence qu'aucune machine dotée des meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle, qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, et on est devant le fait accompli. L'intelligence artificielle, j'en donnerai tout à l'heure quelques exemples, elle est là et elle aura beaucoup d'avenir, elle va être donc introduite dans tous les domaines de notre vie, y compris dans l'éducation. Et donc, l'être humain, il est amené justement à avoir ou à maîtriser une compétence clé qui est la pensée critique, surtout chez les enfants, parce que l'intelligence artificielle ne pourra pas avoir cette compétence. Absolument, l'intelligence artificielle restera finalement un outil d'aide à la décision. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est pareil aussi, hein, on parle beaucoup de la communication interpersonnelle, on parle beaucoup de l'adaptabilité, voire l'agilité. Donc, qui sont des soft skills fortement recherchés par les employeurs et qui sont quasiment absentes, je dirais, dans nos écoles. Donc, la formation de demain ou le cursus de demain sera basé, entre autres, donc, sur des soft skills. Donc, on trouvera des matières en relation avec du contenu qu'on connaît déjà. D'accord? Donc les mathématiques, les sciences physiques, etc. Mais aussi des matières en relation avec, donc, je dirais les soft skills. D'ailleurs, on se demande pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'a pas une matière qui s'appelle donc pensée critique dans nos écoles et dans nos lycées. Alors la gestion de la complicité, elle sera aussi enseignée comme une compétence clé. Alors pourquoi je parle de ça? Alors tout simplement parce que on est en train de s'orienter vers des changements permanents des métiers. Vous savez très bien que nos enfants qui sont actuellement à l'école
ne savent pas, et nous-mêmes, on ne sait pas quels sont les métiers qu'ils vont exercer dans quelques années. Dans quelques années, il y a un certain nombre de métiers qui vont apparaître et d'autres qui vont tout simplement disparaître. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on sera dans un contexte complexe et tout ça, ça nous renvoie, je dirais, vers comment gérer cette complexité. Et donc, on sera, je dirais, vers le recours ou vers la, je dirais, la formation d'un profil multicompétence. Donc, nous, en tant que cadre d'entreprise, donc de demain, je suis censé passer de l'opérationnel vers le stratégique. Le fait de s'auto-former, donc travailler sur ma propre formation à moi et de former mon équipe aussi. Et donc vous voyez ici quand même le profil de demain nécessite une bonne gestion du temps de travail, des priorités et donc d'aller vers l'essentiel. Alors tout ça, ça demande un travail de fond sur nos schémas mentaux dès notre jeune âge pour incorporer la complexité dans nos, je dirais, compétences de base. Mais je dirais, dans cette école de demain, il y a évidemment, les enfants ne sont pas tous égaux devant l'apprentissage. Il y a un certain nombre d'enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage et d'autres qui sont un petit peu plus doués, peut-être même surdoués. Comment l'école de demain va-t-elle gérer ces deux caractéristiques, ces deux types d'apprentissage en tout cas? Voilà. Alors moi je me rappelle d'une photo qui circule sur Internet où on voit une classe avec des étudiants, avec des élèves plutôt, où l'enseignant il est en train, je dirais, de mettre un appareil, les connecter aux oreilles des élèves et dans l'appareil, en fait, il injecte des livres qui vont, ou des supports de cours qui vont y aller directement dans le cerveau et donc avec, je dirais, le même contenu. Donc vous avez un livre qui sera injecté dans le cerveau de tous les enfants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plus qu'un siècle, nous utilisons une éducation à la chaîne. J'appelle ça une éducation à la chaîne ou aussi une éducation uniforme. Alors cela pourra réussir pour fabriquer des voitures à la chaîne, mais à peu de chances pour éduquer des apprenants ayant des cerveaux différents. Et surtout, je dirais, des mécanismes de réflexion, des mécanismes cognitifs différents. Alors, l'éducation actuelle s'intéresse à l'élève moyen et très peu à l'élève doué ou celui qui présente des lacunes. Et donc, le cours tel qu'il est conçu actuellement, où l'enseignant, il s'adresse généralement à monsieur tout le monde. Sauf que vous risquez de laisser à côté celui qui a des lacunes ou des facultés je dirais des problèmes d'apprentissage et celui qui est surdoué ou doué qui risque d'abandonner l'école. Et n'oublions pas quand même les statistiques qui ont montré que les enfants surdoués, c'est eux qui ont le plus de problèmes de décrochage à l'école. Alors, quel remède à une telle situation? Alors, une des solutions futures, justement, sur lesquelles donc les chercheurs sont en train de travailler, c'est le recours à l'intelligence artificielle qui permet de détecter les clusters d'apprenants ayant des caractéristiques communes et d'adapter l'offre de formation et de contenu et des méthodes pédagogiques à ces différents clusters ou familles d'apprenants. C'est-à-dire qu'au début, on pourrait imaginer qu'au début de l'année scolaire, on fasse passer un petit test, peut-être devant un ordinateur pour les enfants, pour connaître un petit peu leur profil d'apprentissage, pour mieux les cibler lors de l'apprentissage. Tout à fait. Alors, le terme, je dirais, technique, on parle de test de positionnement. Donc, ce test de positionnement, ça nous permet de dire, tiens, j'ai une trentaine d'élèves dans mon école, enfin, ou dans ma classe, voilà comment je vais m'orienter, comment je vais les regrouper, etc. Alors, donc, on part d'une offre de formation standard vers une offre de formation personnalisée, selon le besoin et le niveau de réflexion de chaque apprenant, et cela grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je vous donne un exemple, ou je donne à tous nos auditeurs un exemple qui maîtrise déjà, donc qu'on est en train de le voir, donc un exemple d'application de l'intelligence artificielle dans notre vie donc quotidienne. Alors, je prends le cas, par exemple, lorsque vous cherchez sur Google, et c'est comme s'il s'agit de la saison estivale, vous cherchez une location estivale à Hammamet pendant le mois d'août. Et donc là, vous remarquez tout d'un coup, même en naviguant ou en faisant des recherches, ou même en consultant vos groupes Facebook, vous avez de la pub qui vous donne des offres de, je dirais, donc de location
même être, tout à fait. Alors que Facebook, théoriquement, il n'est pas censé connaître ce que vous cherchez actuellement ou ce qui se passe dans votre cerveau. Et donc là, tout simplement, Google, entre autres, il utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour vous dire, tiens, vous êtes en train de chercher, vous avez cherché à 3, 4 reprises la même requête, vous avez fait la même recherche, ça veut dire que votre cerveau ou vous-même vous intéressez et vous avez une demande en ce moment précis sur cette thématique. Donc c'est ce qu'on appelle une publicité ciblée. Tout à fait, une publicité ciblée, tout à fait. Alors, c'est pareil aussi pour l'apprentissage, au fait. Hein. Comment s'oriente actuellement, parce que ce qu'ils font généralement, les jeunes ou les élèves surdoués, ils prennent la thématique enseignée en classe et généralement, ils cherchent d'autres exercices à faire. Parce que ce qu'ils ont fait en classe, ça ne correspond pas peut-être donc à leur niveau. Et donc, ce qu'on fait actuellement, c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, analyse le profil de l'apprenant et essaye de lui proposer du contenu ciblé. Et donc, ça permettra à cet apprenant de ne pas se trouver dans une situation à gêner ses collègues en classe, que ce qui est donné par son enseignant ne correspond pas à ses attentes. Et d'ailleurs, ce que j'arrête pas de dire quand même, si vous avez un élève en classe, un élève perturbateur, c'est qu'il y a un problème quelque part, pas chez l'élève, mais chez le contenu qu'on est en train de lui offrir. Donc tout ça pour lui dire quand même, il faut actuellement, on réfléchit au futur proche d'ailleurs, donc à passer d'une formation à la chaîne, hein, comme une fabrication à la chaîne, donc à une formation personnalisée. Pour que chacun puisse apprendre à son rythme. Alors l'apprentissage se limite pas à l'apprentissage formel, mais on parle beaucoup plus aussi aujourd'hui de l'apprentissage tout au long de la vie, la formation continue, tout ça. De quoi s'agit-il très exactement? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans l'école du futur un apprentissage tout au long de la vie? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire déjà par apprentissage formel? C'est tout simplement à l'école. Hein. Lorsqu'on va à l'école, vous avez des horaires précis, et donc là, vous allez suivre une formation, passer un examen à la fin, etc. Voilà. Alors, je dirais maintenant quand même que l'apprentissage ou l'école n'est pas la seule source d'apprentissage. D'accord? On parle beaucoup de MOOC actuellement, donc les Massive Open Online Courses, alors qui sont donc des cours accessibles gratuitement et sont développés par les plus prestigieuses universités. On parle beaucoup maintenant de ressources éducatives libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'un enseignant, et surtout ces enseignants qui ont, je dirais, une reconnaissance internationale, développent leurs cours et les mettent gratuitement à la disposition de la communauté internationale. Donc on parle ici de ressources éducatives libres. Donc vous êtes étudiant, employé, ou même à la recherche d'un emploi, vous pouvez très bien suivre un cours sur l'innovation à l'ISEC de Montréal, ou un cours de droit de la prestigieuse université de Harvard et réussir même à décrocher un certificat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nos enfants actuellement, s'ils s'intéressent à une thématique, on voit par exemple, ils s'intéressent beaucoup au codage informatique, etc., ils n'apprennent pas à l'école, parce que nos écoles, jusqu'à maintenant, offrent très peu de formations assez pointues techniquement, et donc nos enfants s'adressent ou vont chez YouTube pour justement chercher des formations et de faire de l'auto-formation, voire même s'inscrivent dans des écoles prestigieuses justement pour suivre des MOOC. Alors, tout ça pour vous dire que le savoir ne se retrouvera plus ou ne se retrouvera pas uniquement entre les murs de nos écoles et de nos universités, mais plutôt il est devenu universel. Donc là, on s'oriente petit à petit au fait que chacun de nous pourra se former à ce qui lui plaît comme contenu et surtout en s'orientant de plus en plus vers des établissements prestigieux donc pour chercher de la connaissance. Monsieur Ariel et notre consultant éducation, vous avez parlé tout à l'heure des métiers de demain. Comment est-ce que les écoles de demain ou l'école de demain pourra-t-elle former justement à ces métiers qu'on ne connaît pas encore? Alors, Karim, je dirais, on a un sérieux problème actuellement dans nos écoles qu'on n'est pas en train de mettre à jour les référentiels de formation ou les plaquettes de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'un cours est proposé,
ben, il y a un cours, ce n'est plus normal qu'un cours puisse être enseigné pendant 10 ans. Le même contenu, voire même, je dirais, on doit être dans une logique où on aura un panier de modules de formation. Ça veut dire, selon le profil et surtout ce que veut faire l'apprenant dans les années à venir, on lui donne la possibilité de choisir. Donc là, ce qu'on appelle donc la formation à la carte. Alors, il y a des systèmes éducatifs actuellement qui ont commencé à faire ça. Hein. Donc il y a pas mal d'universités actuellement où vous faites partie de la même classe, mais vous ne suivez pas les mêmes modules. Parce que chacun de nous, d'accord, bien qu'on soit tous les deux en première année informatique par exemple, mais chacun de nous a des cours différents de l'autre. Pour la simple raison, parce que chacun de nous a un projet d'avenir ou un projet professionnel différent de l'autre. Et donc, là, il est plus important maintenant de travailler sur une formation à la carte. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je précise à chaque fois que nos formations deviennent rapidement obsolètes. Alors, je prends le cas, par exemple, d'un médecin radiologue. Alors, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de robots, ça veut dire des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, qui regroupent des radios du monde entier dans une base de données. Tout à fait. Donc, et c'est pour cela qu'on parle de data science, c'est-à-dire le traitement des données massives. Et donc, une radio actuellement et dans les années à futur, ce futur sera donné à un algorithme, à un robot, pour qu'il puisse vous donner les éléments clés ou éventuellement, je dirais, les pathologies possibles pour votre patient. Alors, c'est pareil aussi, ça veut dire, c'est pareil aussi chez les comptables, chez les informaticiens. Donc, tout ce qui est métiers qui sont, je dirais, basiques, entre guillemets, donc, sont amenés à évoluer et donc doivent obligatoirement évoluer d'un métier de chiffres ou de symboles, d'accord, ou de traits, ou je dirais, d'interprétation basique vers un métier de prise de décision assisté justement par l'intelligence artificielle. Donc, c'est très important de prendre en considération ce paramètre-là. L'intelligence artificielle sera, elle est là aujourd'hui, elle sera de plus en plus présente dans notre futur. Donc, comment faire évoluer nos métiers pour que l'être humain puisse cohabiter. D'ailleurs, il y a un livre qui est très 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 intéressant qui s'appelle La bataille de l'intelligence, des deux intelligences, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors on parle de bataille, mais finalement c'est une cohabitation. Alors est-ce que derrière l'école de demain pourra aussi favoriser la recherche? On parlait tout à l'heure de recherche. Est-ce que l'école pourra contribuer à faire avancer les recherches? Alors, j'ai parlé au début, Karim, d'une expérience canadienne qui s'appelle les Labs Écoles. Les Labs Écoles, donc c'est pour dire tout simplement que l'école deviendra une vraie plateforme pour faire de la recherche appliquée. Il est plus que nécessaire de rompre cette séparation, de rompre par rapport au système classique, ça veut dire de rompre de cette séparation entre chercheurs du monde de l'éducation et l'enseignant en classe. Cela veut dire tout simplement qu'une des principales missions de l'enseignant est de tester et d'évaluer l'impact des nouveaux dispositifs d'apprentissage et de nouvelles pratiques pédagogiques. On parlera alors d'un nouveau métier, c'est celui du passeur, le métier du passeur. C'est-à-dire, c'est le fait de vulgariser les travaux de recherche, donc ces travaux faits dans les laboratoires, pour que les enseignants puissent les tester sur le terrain. De même, ces passeurs-là auront comme rôle justement de modéliser les problèmes rencontrés par les enseignants, d'accord, pour qu'ils deviennent des thématiques de recherche traitées dans les laboratoires, pour que à leur tour, donc, les chercheurs puissent donc travailler sur ces problèmes et proposer une solution. Donc là, on parlera donc ce qu'on appelle un modèle cyclique. Donc l'école nourrit le labo et le labo nourrit l'école. Donc là, il s'agit donc de la recherche appliquée. Alors pour finir, je dirais que plusieurs pays ont déjà mené des études prospectives sur comment va être l'école de demain. Alors cela se fera grâce, entre autres, et essentiellement grâce à des instances de réflexion composées de chercheurs,
des sciences de l'éducation et d'enseignants, mais je me permets de poser la question, Karine, qu'en est-il pour notre pays? Absolument, et on a toujours évoqué la question de la formation des formateurs qui reste problématique dans notre pays. Merci énormément Majdi Ayari pour votre chronique, toujours aussi intéressante, toujours aussi instructive. On se retrouve la semaine prochaine, Majdi Ayari. Restez avec nous tout à l'heure après les informations. Nous allons parler de robotique et puis nous allons aussi parler de formation. Nous allons donner quelques conseils à celles et ceux qui sont actuellement en train de préparer leur projet.